Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. En ouverture aujourd'hui, je vous ai préparé une édition spéciale. Nous allons faire le grand débrief des annonces Free. Hier, Xavier Niel, son fondateur, l'incarnation de la marque, a ponctué sa keynote de qualificatifs comme du jamais vu, quelque chose de fou, ou encore ça n'existe nulle part ailleurs. Alors qu'en est-il vraiment ? Free reste-t-il un opérateur différent des autres? Pour y répondre, nous reviendrons sur les annonces d'hier avec trois invités qui sont déjà en plateau. Romain Heuillard, qui est journaliste, consultant en nouvelles technologies. Johan Ferret, journaliste télécom avec une spécialisation S-Free. Et Hervé Collignon, associé au cabinet de conseil Kearney. Ensuite, Victoire Sicora nous rejoindra pour nous présenter ses news. Et puis, on prendra un virage à 360 pour parler du e-commerce et plus précisément de comment se lancer dans le e-commerce. Il paraît que ça n'a jamais été aussi simple et peu onéreux de sauter le pas. Alors, si l'idée vous tente ou si vous cherchez des conseils pour mener votre barque dans l'océan des cybermarchands, eh bien, tenez-vous prêt. Alexandre Dana, PDG cofondateur de Live Mentor, qui est une école pour entrepreneurs, nous livrera ses conseils de pro. Et puis nous ferons aussi appel à Anne-Sophie Dulon-Nativelle, qui est associée chez Strategy End, une entité conseil en stratégie de PwC, sur le marché du e-commerce, les modèles qui fonctionnent, les stratégies à adopter. Alors, tout ça pour vous dire aussi que nous n'aurons pas ce mercredi la séquence Game Business avec Guillaume Monteux, parce que c'est une édition spéciale, mais elle sera là la semaine prochaine, je vous l'assure. Et puis avant de nous quitter, eh bien, nous ouvrirons une fenêtre sur le futur de la prescription médicale, ou quand l'intelligence artificielle nous dira à quel médicament se fier. Mais d'abord, chose promise, chose due, je vous propose de débriefer les annonces de Free avec nos experts. Alors, si je devais résumer les nouveautés, je dirais qu'il y en a eu cinq grandes. Une nouvelle génération de box Internet, donc la 8e, la Freebox Pop. Un nouveau boîtier TV avec aussi un concept d'ailleurs de design, puisqu'il tenait ce boîtier dans la poche arrière du pantalon de Xavier Niel. Une nouvelle interface qui s'appelle Oki, avec une nouvelle télécommande, des fonctionnalités aussi assez spéciales pour le football notamment, on en reparlera. Des boîtiers Wi-Fi et leur application maison. Et puis aussi un nouveau prix et même je dirais un nouveau concept tarifaire, je m'étouffe. Alors, avant d'entrer dans le détail, est-ce que, comme on l'a dit, et comme l'a dit lui-même le patron de Free d'ailleurs, tout change pour ne rien changer? Romain Heuillard, est-ce que vous avez trouvé que dans cette keynote, on renouait avec l'esprit Free, du trublion, du révolutionnaire? Alors, un petit peu, mais seulement partiellement. Notamment, on retrouve ce fameux prix de 30 € par mois, mais en fait, seulement la première année, on est toujours sur une première année en promotion, ce que Xavier Niel critiquait un petit peu au départ. Et par contre, on a quand même une conférence avec une... Quand même bien, dire que pendant un an, on a 10 € de moins, c'est quand même pas désagréable. Oui. Et ça lui permet de renouer avec des prix assez bas. Et puis surtout, on a eu vraiment une vraie conférence Free avec des vraies innovations, enfin en tout cas quelque chose de conçu par Free assez alléchant. Donc de ce point de vue-là, oui, on retrouve un peu du vrai Free. Ouais. D'accord. Johan Ferret, je disais que vous étiez journaliste télécom, observateur particulièrement averti sur Free. Vous avez longtemps officié dans un forum d'information qui est entièrement dédié à la communauté des Freenotes. Alors, tous les opérateurs ont leur fan club, mais chez Free, il y a un truc un petit peu particulier, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez l'impression aussi d'avoir retrouvé cette ambiance à la fanboy d'Apple qu'on a ici en France avec Free? Oui, enfin, c'est vrai que Xavier Niel a expliqué qu'il aurait pu lancer cette box il y a 2 mois. Elle était prête. Voilà, donc pour une fois qu'une box est presque en avance chez Free, déjà, c'est exceptionnel. Et puis surtout, il voulait vraiment attendre de pouvoir organiser cette conférence ce moment-là, parce qu'on sait que chez Free, c'est aussi une question d'image. C'est très important pour eux de pouvoir annoncer ça avec un live stream, avec des invités sur place, et avec Xavier Niel qui incarne un petit peu le produit. C'est-à-dire pour une fois, on a tous pu profiter de la conférence de Free, invités ou non invités. Hervé Collignon, vous êtes associé au cabinet de conseil Kearney, avec une spécialité médias, digital, télécom et technologie. Alors, quelle impression vous a fait cette conférence? Est-ce que vous l'avez trouvée disruptive par rapport à ce qu'il y a sur le marché? Alors, moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait une vraie volonté de la part de l'entreprise de revenir aux fondamentaux de Free. C'est la question que vous avez posée. Je pense que, je ne sais pas si les spécialistes ont pu retrouver exactement l'esprit Free, mais en tout cas, moi, j'ai noté qu'il y avait cette volonté-là, avec notamment l'incarnation complète de tout le show
enfin de celui qui était en tout cas retransmis, fait par Xavier Niel, alors que sur la précédente box, finalement, il y avait son équipe qui était passée. Donc là, il a repris la main complètement, avec une référence d'entrée à la communauté, toujours source d'inspiration chez Free, qui est quand même un peu la caractéristique. Et puis après, le mix le côté geek, très présent toujours, de l'innovation et des prix bas. Voilà, donc moi je trouve qu'on a retrouvé, en tout cas il y a eu cette volonté de renouer un petit peu avec ce qui a fait le succès, ce qui a fait l'image de l'entreprise. Johan Ferret, cette keynote, c'était donc avant tout l'annonce d'une nouvelle box. Je disais la V8, la Freebox Pop. Vous qui connaissez par cœur toutes les boxes qui ont précédé, quelles sont les caractéristiques qui ont retenu votre attention là, sur cette nouvelle box? Alors les caractéristiques, déjà on peut noter qu'il y a eu un accent assez important mis sur le design de la box. On nous l'a beaucoup présenté comme une box. Donc elle est toute ronde. Qui est toute ronde, qui est toute petite exactement. Qui s'intègre facilement dans les intérieurs. Je pense que ça, c'est les retours de la Freebox Delta qui peut être un peu volumineuse, qui peut être un peu compliquée à placer chez soi. Clairement, Free a été à l'écoute à ce niveau-là et puis a fait une box effectivement qui s'intègre plus facilement. Et puis, il y a aussi le Wi-Fi. Voilà, alors, c'est parmi les angles. Voilà. Alors le Wi-Fi, qu'avez-vous pensé du Wi-Fi? Alors, le Wi-Fi, enfin, le Wi-Fi de la box, déjà. Alors, le Wi-Fi de la box, il n'est pas particulièrement révolutionnaire. Il est même peut-être un petit peu en deçà de ce que peut proposer la concurrence. Donc, ce n'est pas la dernière génération, on n'est pas sur du Wi-Fi 6. C'est ça, on est sur du Wi-Fi 5, du Wi-Fi AC, donc en AC 2100, enfin voilà. Ce qui est même un petit peu moins bien que la Freebox Delta, par exemple. Donc là-dessus... Comment ça vous l'expliquez? Parce que lui, il l'a présenté comme quelque chose qui était finalement une simplification à l'usage. Oui, je pense qu'il y a une question de coût derrière. Après, c'est une question de choix, d'arbitrage. Est-ce que avec le répéteur Wi-Fi qui du coup maintenant est intégré, est-ce que l'idée n'est pas plutôt de proposer un signal qui va porter plus loin? D'ailleurs, c'est ce que Xavier Niel a dit, plutôt que une box où les débits vont être extrêmement forts, parce que c'est aussi ça que propose le Wi-Fi 6. Ils ont plus mis l'accent sur un répéteur Wi-Fi. Oui, c'est ça, c'est qu'on aura des petits boîtiers additionnels qu'on pourra poser un peu partout dans son appartement ou sa maison et qui permettront de répéter le signal du Wi-Fi pour avoir une meilleure qualité parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème avec le Wi-Fi, ça ne marche pas très bien. Je veux rester sur cette box V8 et ses caractéristiques techniques. Il a parlé aussi de la box la plus rapide. Oui. Presque. Ah, ils ont la Freebox Delta qui fournit... qui fait du 10G EPON, donc c'est 8 gigabits pour l'abonné partagé entre tous ces appareils. Là, on est à 5 gigabits qui arrivent dans la nouvelle Freebox Pop. Et en fait, on peut le ressortir par différents ports. Il y a un connecteur Ethernet à 2,5 gigabits. Ça paraît un peu technique, mais ça permet de profiter d'Internet beaucoup plus rapidement avec des équipements qui vont se démocratiser. Le 2,5 gigabits, contrairement au 10, arrive dans des ordinateurs. Et ça, c'est vraiment différenciant par rapport à ce qui existe sur le marché aujourd'hui? D'autres font plus d'1 gigabit désormais, mais par exemple chez Orange, la dernière Livebox, il y a 2 gigabits qui entrent dedans. Par contre, on ne peut ressortir que 1 par appareil, on ne peut pas avoir plus de 1 par appareil. Là, on peut vraiment avoir 2,5 sur un seul appareil, donc c'est les seuls à le faire aujourd'hui. Effectivement. D'autres caractéristiques marquantes sur cette box? Oui, moi j'ai trouvé que les basiques étaient là, c'est-à-dire plus de puissance. Alors on peut débattre effectivement, est-ce que c'est la plus puissante dans toutes les... Mais en tout cas, bon, il y a vraiment cette mise en avant de plus de puissance, plus de contenu. Enfin, il a très bien expliqué la connectivité, le contenu. Ce sont les deux choses que les clients veulent pour commencer. Et puis, la simplicité. Moi, j'ai trouvé que il y avait une vraie réflexion autour de la facilité d'intégration et d'installation, les fameux répéteurs qui vont se configurer tout seuls. Je crois que ça, c'est très important pour les... Avec cette idée, toujours dans la conférence qui a dû vous intéresser, ou en tant que consultant, d'être à l'écoute de ce qu'on nous a demandé, que réclamaient les clients. Voilà, retourner vers un peu le fondamental. Et puis, il y a deux aspects qui sont super importants, je trouve, parce que là, je parlais des basiques, vraiment d'une box. Il y a, se différencier sur le design. Je trouve que c'est la première fois qu'on a vraiment un objet qui est joli.
les Américains, les Apple, Google ont toujours su qu'il était important de mettre l'accent sur le design. Jusqu'alors, les fabricants de box étaient finalement relativement, je dirais, prudents, voire low cost. Même s'il y a eu quand même déjà des tentatives, parce que les box précédentes étaient présentées aussi comme des... Ouais. Il y a eu celle de Philippe Stark, par exemple. Oui, tout à fait. Là, moi, elle vous plaît c'est davantage. l'esthétique. Hein, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une, voilà, ça marque. Il a fait quand même toute une thématique autour de ça. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis le deuxième aspect très important, je trouve, parce que là, ça marque à mon avis un changement important dans l'industrie du numérique, c'est l'éco-responsabilité et la façon dont Alors ça a été on mis va en effectivement revenir sur ce point, c'est intéressant. Romain Heuillard, vous êtes d'accord que Free est revenu là sur les fondamentaux? Oui. Il a même commencé sa conférence en rappelant un peu tout l'historique, à chaque fois que Free avait marqué, transformé le marché, il veut s'inscrire dans une histoire. Il a même rappelé d'ailleurs le premier scoop de SVM, hein. J'étais très touchée. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est la simplification de la gamme, qui comptait jusqu'à maintenant 6 offres, voire 7. Et là, ils en ont quand même supprimé 2, la Freebox Crystal et la Freebox One, qui du coup ne sera pas restée très longtemps, parce qu'il me semble qu'elle avait été annoncée en même temps que la Freebox Delta. Exactement en même temps. Voilà. Donc il en reste malgré tout 4. Donc là, je trouve qu'on n'est pas que le retour aux fondamentaux est seulement partiel, puisqu'il en reste quand même 4. Et en particulier, vous auriez voulu quoi? Une seulement? Moi, c'est ce que je trouve intéressant dans cette annonce. Retour aux sources. C'est que la Freebox Pop, à mon sens, elle peut incarner la seule offre de Free. Elle pourrait très bien être la seule offre, à mon avis. La Freebox Delta, on a compris que c'était un échec commercial. Il a parlé de quelques centaines de milliers de souscriptions, ce qui est quand même pas grand-chose pour un opérateur comme Free qui a plus de 6 millions d'abonnés, je crois. C'est le prix qui a été vraiment un problème peut-être sur cette box, Johan Ferré, non? Le prix, oui, et puis surtout et la complexité, justement. La complexité à comprendre l'offre, c'est-à-dire que quand on parle de Free, l'offre elle-même est à 50 €, auquel il faut rajouter 10 € par mois pour l'achat du player de Vialet, qui coûte 480 € au total, donc c'est une somme quand même. Je pense que aussi c'est effectivement tous ces aspects commerciaux qui ont porté préjudice à la Freebox Delta, qui par ailleurs intègre Netflix, intègre TV by Canal, donc du coup en termes d'abonnement pur qui peut être rentable entre guillemets, ben c'est vraiment le player Free des Vialet à 480 € qui pose problème. Hervé Collignon, sur cette communication façon Steve Jobs, la keynote, la chemise blanche et tout ça, c'est quelque chose qui compte aujourd'hui quand on lance un produit, la manière dont on se présente au public? Alors moi, j'ai trouvé qu'il a repris la main. Il a fait un keynote, il était en place, et effectivement c'est le PDG qui parle. D'ailleurs, il accueille chez lui aussi, ça c'était quand même assez nouveau. C'était pas dans une grande salle pompeuse, c'était chez lui. Alors c'était aussi chez lui, hein, les autres box, hein, mais en intérieur. Là, je pense que Covid-19 a fait qu'on était dans un jardin. Moins d'emphase, on va dire, que d'habitude. Une certaine sobriété, moi j'ai même trouvé, autour de cette présentation-là. Voilà, plus de simplicité. Voilà, donc je pense qu'il y a eu des shows plus importants, les concurrents. Et ce modèle américain, là, ça fonctionne en France, vous pensez, pour adresser le grand public? Je pense que ça fait partie maintenant des figures un peu imposées. C'est plus très nouveau, j'aurais envie de dire. En fait. Romain Heuillard, on a abordé cette question du Wi-Fi. Les répéteurs Wi-Fi, donc, ils sont quand même fabriqués, il l'a précisé, par une équipe dédiée. C'est-à-dire qu'ils ont monté une équipe pour ça. En interne, il a quand même insisté sur le fait que nous, on ne sous-traite pas, on fait nos produits maison. Là aussi, on reconnaît un peu le modèle à la Apple. Est-ce que vous constatez qu'effectivement, il y avait un vrai besoin sur ce marché, que les autres opérateurs ne comblaient pas sur la qualité de la transmission du réseau Wi-Fi en intérieur? Free n'est pas le premier, voire même le dernier à lancer des répéteurs Wi-Fi, à les vendre avec son offre. Effectivement, là, ils font un tacle direct à Orange et à SFR qui vont acheter des répéteurs en fait, à des fabricants chinois en Asie qui mettent leur logo dessus et puis qui les vendent tels quels, assez cher d'ailleurs. Là, Free, effectivement, c'est leur marque de fabrique et leur ADN, comme dit Xavier Niel. Ils conçoivent le matériel et le logiciel eux-mêmes en interne, ce qui leur permet d'avoir une super intégration. Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir ce fonctionnement-là où apparemment on branche son répéteur et il s'associe automatiquement à la Freebox. Ça, je pense que c'est possible qu'en fonctionnant comme ça. Le tarif aussi du répéteur est hyper intéressant. Si on en veut plus, il y en a un qui est inclus dans l'offre. Si on en veut d'autres, c'est 29 €, alors qu'il le place comme un concurrent à la fois en termes de design et de performance des fameux Google Nest Wi-Fi et Amazon Hero, qui sont des produits à 150 €. Donc c'est très, très compétitif sur le prix.
Avec une application aussi qui permet de configurer, piloter son Wi-Fi à la ce maison. qui manquait effectivement par rapport à tous les geeks qui aiment bien éventuellement s'acheter un routeur de geek, donc d'une autre marque que la box de leur opérateur. Ce qui manquait, c'était une application effectivement qui permet de voir qui est sur le réseau, de partager son réseau avec des invités qu'on aurait chez soi, etc. Donc oui, ce répéteur, c'est une grande force. Et puis on le disait, le Wi-Fi, la couverture Wi-Fi est un problème dans beaucoup d'appartements, dans beaucoup de logements. Soit dans les grandes maisons parce que ça couvre pas suffisamment la maison, soit en ville parce qu'il y a beaucoup d'interférences avec les voisins, etc. Et donc c'était important de lancer ce produit. Et je pense que c'est une vraie... Là, pour le coup, effectivement, ils répondent vraiment à un besoin. Oui, il y a une vraie valeur ajoutée. Ouais. C'est aussi une box ADSL, VDSL de plus, enfin ADSL de plus, VDSL. Ça veut dire qu'il y a une rétrocompatibilité. Là aussi, il s'inscrit dans une continuité. C'est-à-dire qu'il accompagne ses clients du Oui, en fait, début du haut débit jusqu'à la fibre optique, quoi. on est toujours sur l'idée de simplicité, en fait. C'est-à-dire que vous avez une box, le jour où on va vous fibrer, vous n'aurez pas besoin d'en changer. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un vrai problème chez d'autres opérateurs, où chaque box fait soit de la DSL, soit de la fibre, pas les deux. Et le jour où on se fait fibrer, il n'y a pas forcément la box dispo le bon jour, on est coupé 24 heures, il faut qu'on reçoive une nouvelle box. Là-dessus, c'est simple, on branche le nouveau câble, c'est terminé. Et voilà. Alors, moins technique, mais plus original, le football. Alors, c'était une des surprises de cette keynote. Il a annoncé qu'on allait pouvoir voir tous les buts, les principales actions, et tout ça via un système en fait d'affichage de pop-up sur ma télé au moment où ça se passe. Alors, qu'on peut activer ou désactiver à volonté. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce, Hervé Collignon? Est-ce que vous avez l'impression que le foot, là, comme ça peut changer la donne? Je pense qu'on sait tous que dans la télévision, le sport est fondamental et que le premier sport qui intéresse les téléspectateurs, qui font l'audience, c'est le foot. Donc, on sait que c'est une arme. Est-ce que c'est le job des opérateurs de proposer du contenu, d'être présent sur ce secteur, ce créneau? SFR a fait quand même beaucoup de bruit sur ce sujet-là. Tous les opérateurs français ont toujours utilisé le contenu comme une façon de se différencier. Ça fait quand même partie vraiment des stratégies des opérateurs depuis toujours. Voilà. Là, il n'achète pas des droits, clairement. Oui. Il n'achète pas les droits des matchs. Par but. C'est le lot 6. Voilà. Ouais. Ouais, c'est un lot pas cher de la Ligue, on va dire, le dernier, je crois, qui récupère. Oui, voilà. Et donne droit seulement en fait à des extraits. Je crois que le vrai direct est interdit, donc c'est un léger différé. Ça leur donne droit de diffuser les meilleurs moments de tous les matchs et de faire des résumés. Donc effectivement, il a présenté ça en fait comme Xavier Niel a présenté ça comme une espèce de solution dans les familles. Et on a bien vu de la démonstration, c'était Top Chef. Donc l'émission familiale par excellence, et donc avec effectivement cette petite notification qui apparaît à l'écran, et on peut voir seulement le but. Donc tout le monde est content, au lieu d'avoir, je vais être cliché, mais l'homme qui monopolise la télévision avec son match de foot, là tout le monde peut être devant la télévision, devant une émission familiale. Je sais pas, vous vous contentez, vous, de voir le but Moi je regarde pas le football. Donc. Vous regardez le football, Yoann Ferré? Non, je sais non pas plus. si Hervé Collignon? Non, moi. Ah bon, alors, il n'y a que moi qui regarde le foot, en fait. Vous allez prendre l'option, là. Sur le prix, alors on a quand même aussi là une surprise, c'est que finalement le prix de la box, c'est pas le plus surprenant, c'est le prix du mobile. C'est-à-dire on a un forfait à 9,99 €, illimité, à vie, garantie à vie. Tant qu'on a la Freebox Pop. Et sans engagement. Effectivement, il faut quand même être abonné à la Freebox Pop. Alors pour vous, est-ce que c'est disruptif là? Qui veut prendre la parole en premier là-dessus? Hervé Collignon? Donc c'est une offre donc quadruple play, c'est-à-dire que on a Internet, la télé et le mobile. Le téléphone et le mobile. Qui est faite pour quelque part conserver sa base d'abonnés. Hein. C'est les armes utilisées par les opérateurs pour essentiellement consolider les bases. C'est très agressif, hein. C'est super agressif. Par rapport au niveau de prix sur le marché français et même européen. Bien sûr, et européen. Et donc, mais voilà, vous savez qu'en France, on a les prix les plus bas dans le mobile, hein, quasiment depuis très longtemps. Là, on en remet une couche. Alors, la box elle-même, elle est à 40 € normalement. Donc, on est plutôt sur des choses qui sont légèrement un peu plus chères que ce qu'on pourrait attendre.
Voilà, mais Et sur le marché européen, d'ailleurs, les prix de fourniture d'accès à Internet, si je ne parle pas du mobile, Oui. on est placé comment en France aujourd'hui? Parce que finalement, ça génère des marges assez confortables pour les opérateurs, les forfaits aujourd'hui en place. Alors, quand même, juste la situation un peu économique des opérateurs, peut-être juste en dire un mot, parce que quand même, c'est ce qu'il y a derrière les prix. Hervé Collignon, oui, s'il vous plaît. C'est juste rappeler que la situation de l'industrie en France, il y a 4 opérateurs, la concurrence est effrénée depuis maintenant... plus d'une dizaine d'années, depuis que Free est là d'ailleurs, d'une certaine façon. C'est vrai que ça s'est surtout manifesté sur le mobile, la concurrence est freinée et que le fixe restait une façon pour les opérateurs quelque part de se récupérer un tout petit peu, même si on n'est pas du tout sur des prix élevés, enfin rien à voir avec ce qu'on trouve aux États-Unis, rien à voir avec ce qu'on trouve dans beaucoup d'autres pays du monde. Donc globalement, on est sur des prix extrêmement bas, une concurrence effrénée, des revenus par utilisateur qui baissent. On est quand même sur une industrie, les télécoms, qui, alors que les usages explosent, qu'on passe notre temps à utiliser de plus en plus de services de télécom et de terminaux, on est sur une industrie de déflation. C'est quand même hallucinant. Et alors, à côté de ça, les opérateurs, vous savez aussi, qu'ils sont face à une nécessité d'investir qui est gigantesque. Et la fibre, notamment, je crois que l'année dernière, l'ARCEP a dit qu'il y avait eu 10 milliards d'investis en France, 10 milliards d'investis pour la fibre. Les 4 opérateurs, leur chiffre d'affaires, c'est 40 milliards. Donc, vous voyez, un quart du chiffre d'affaires des opérateurs est réinvesti l'année dernière. C'est gigantesque, parce qu'on est sur si vous voulez, le cash produit par les 40 milliards, c'est à peu près 13-14 milliards maximum. Peut-être même 12 en fait l'année dernière. Donc la quasi-totalité du cash qui est généré par les opérateurs sont réinvestis dans l'infrastructure, sachant qu'ils ont en plus à payer le prix des licences. Qui est en même temps une nécessité pour eux, parce que sans réseau, ils n'ont plus rien à vendre. Tout à fait. Mais donc c'est pour ça que dans les prix, on doit retrouver quelque part un petit peu d'économie quand même. On est arrivé à la fin de ce grand débrief. On a pris le temps quand même de parler à peu près de tout ce qui a été présenté. Juste pour conclure, d'un mot, est-ce que Free est resté un opérateur différent? Hervé Collignon. Oui, et notamment... Johan Ferret. Oui, mais encore un peu limité sur le low cost. Et Romain Heuillard? Oui et non. Oh bah, quelle conclusion. Merci encore à tous les 3 pour ce débrief à froid au lendemain des annonces de Free. On va enchaîner avec les autres news qui ont retenu notre actualité, en particulier celle de Victoire Sicora. Et c'est le moment de passer aux news avec Victoire Sicora qui m'a rejoint en plateau. Alors, juste pour conclure sur les annonces de Free, on n'a pas eu le temps avec nos invités de parler de la démarche éco-responsable aussi, qu'avait affiché Xavier Niel avec une box d'une durée de vie minimum 10 ans pour lutter contre l'obsolescence programmée du matériel et puis à la carte aussi pour éviter le gâchis, c'est-à-dire qu'on ne choisit que les éléments qui nous intéressent. Alors Victoire Sicora, du coup, là je pense qu'on a vraiment fait le tour des annonces Free, on peut passer à la suite, le remaniement qui n'a pas profité justement au numérique jusqu'ici, le remaniement gouvernemental. Et oui Delphine, toujours pas de ministère du numérique au gouvernement, c'était l'une des grands inconnus de ce remaniement et beaucoup y avaient mis pourtant beaucoup d'espoir. Parmi les 30 ministres et ministres délégués, aucun ne sera 100% dédié au numérique alors que la crise nous a témoigné l'importance de ce secteur. Pour certains, le numérique est partout et ne nécessite donc pas de ministère dédié. Pour d'autres, il serait essentiel au pilotage de la transformation numérique de notre société. Et alors, que va devenir Cédric O, Victoire? Alors, on ne sait pas pour l'instant s'il y aura un secrétariat 100% dédié au numérique dans ce nouveau gouvernement. Et si oui, on ne sait pas à quel ministère il sera rattaché, Bercy, un autre. La question reste en suspens. La publicité, elle, recule de 8%, la publicité digitale. Les recettes publicitaires ont engendré une importante dégradation du fait de la pandémie. Au premier trimestre 2020, on déplore un recul de 8%, avec une baisse considérable sur le secteur du display, qui a connu une chute de ses revenus de 17%, suivi de près par le search, qui perd de son côté 9%. Au total, le marché perd 200 millions d'euros en 2020, selon l'Observatoire de l'e-pub. Et la France est mal positionnée ? En tout cas, moins bien que ses voisins européens. On estime la baisse du marché publicitaire digital en France à 6,7% sur 2020, malgré un potentiel retour à une dynamique de croissance en 2021.
Amazon Prime lance des profils utilisateurs. Et oui, à l'image de Netflix, Amazon Prime met en place des profils utilisateurs pour les membres de la famille et les amis de chaque compte Prime. Chaque compte permettra d'accueillir 6 utilisateurs, dont un profil principal. Il y aura également des comptes spéciaux enfants qui permettront de limiter certains contenus, exactement comme sur Netflix et sur HBO. Côté matériel, alors à quoi va ressembler le nouveau OnePlus Nord? Alors les révélations ne cessent de fuiter sur le prochain smartphone milieu de gamme de OnePlus. L'appareil sera assez minimaliste avec un dos en verre et un module photo vertical. Quant au coloris, ce dernier semble plutôt neutre. À l'avant, un écran entièrement bord à bord avec un poinçon sur le double caméra frontale. Et pourquoi ce nom? Alors pour OnePlus, c'est une manière de montrer une nouvelle voie, voire un retour aux sources avec un produit 100% accessible. Alors Victor Sicora, vous allez nous présenter la première batterie en métal liquide. Oui, des chercheurs de l'Université du Texas viennent de créer une batterie en métal liquide capable de fonctionner à température ambiante, soit environ 20 degrés. C'est bien moins que les 240 degrés Celsius habituellement nécessaires. Et qu'est-ce qui change du coup avec ces batteries? Alors déjà, elles sont beaucoup plus durables et donc plus respectueuses de l'environnement, mais elles peuvent aussi se recharger beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup, c'est l'heure d'accueillir nos autres invités pour prendre ce virage du e-commerce. C'est le moment du débat. Alors, lancer son e-commerce n'a jamais été aussi simple et peu cher, m'a-t-on dit. Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec Anne-Sophie Dulon-Nativelle, associée chez Stratégie End, entité conseil en stratégie de PwC, et Alexandre Dana, PDG cofondateur de Live Mentor. Alors, Alexandre Dana, d'abord, confirmez-vous qu'on peut aujourd'hui ouvrir son petit commerce au coin du web à moindre budget? Et si oui, combien ça coûte? Ça ne coûte pas grand-chose. Aujourd'hui, avec un budget de 1 000 €, on est capable de monter une boutique e-commerce, on est capable d'avoir des paiements sur notre site, on est capable de gérer la logistique, on est capable de se connecter avec des fournisseurs, on est capable de gérer tout ce qui avant était un enfer, tout ce qui avant nécessitait d'investir des dizaines de milliers d'euros dans des agences, dans des prestataires, dans des fournisseurs. Donc les prix ont été divisés par 10 Les prix ont été divisés par bien plus que 10. Ouais. Et surtout, le niveau de complexité est devenu transparent pour la personne qui lance sa boîte, pour le créateur du site e-commerce. Il n'a plus à se confronter à cette complexité grâce à des outils comme Shopify, qui est le plus connu de très loin, ou le français PrestaShop et d'autres. Et alors justement, si on n'a plus besoin d'investir autant d'argent, il faut investir dans quoi? Alors qu'est-ce qu'il faut préparer pour se lancer? Au final, on investit dans ce qui compte vraiment. On investit dans le sens de son entreprise, on investit dans ses produits, on investit dans sa communauté, on investit dans sa marque. C'est là que ça va se jouer. Aujourd'hui, l'enjeu est de permettre à des personnes qui sont passionnées par un domaine de créer une activité rentable grâce au e-commerce et de se concentrer justement sur cette passion, cette niche. Et donc c'est pour ça qu'on voit autant d'e-commerce petits, mais qui fonctionnent très bien sur des domaines qu'on n'aurait jamais imaginés avant, comme des nouvelles formes de culottes, comme des sacs à main très spécialisés, comme des couches lavables. Enfin, vous trouvez tout un tas de domaines extrêmement spécifiques, mais qui permettent aux créateurs de construire une entreprise qui fonctionne bien. Anne-Sophie Dulon-Nativelle, est-ce que justement n'importe quelle activité aujourd'hui peut aller sur le web, et est-ce que ça a un intérêt en fait? Est-ce que vous recommandez de passer au e-commerce forcément? Alors, vu la crise qu'on vient de passer et le fait que chacun est resté coincé chez soi, je pense que la question ne se pose plus de l'intérêt d'aller en ligne. Je ne peux que souscrire à tout ce qui vient d'être dit sur la nécessité de se concentrer sur ce qu'on propose, sur le sens, sur le produit, sur la passion aussi qu'on va mettre derrière. Sinon, ça a moins d'intérêt de créer son entreprise. Après, il y a la vraie vie, qui sont aussi des sujets opérationnels, la logistique, comment je gère les retours, comment j'attire mes clients, puisqu'on peut avoir une plateforme de e-commerce qui fonctionne parfaitement. Encore faut-il que les gens le sachent, qu'ils y accèdent et qu'ils puissent aller à la poste pour récupérer leur colis, etc. Donc, la question ne se pose plus de développer du e-commerce et de cet intérêt-là. Et après, il y a tout un tas de barrières à lever. Sur les bénéfices vraiment que j'en tire par rapport à ma petite boutique au coin de la rue, quels bénéfices j'en tire concrètement aujourd'hui de passer sur le web? En tant que marque? Oui. Mais c'est un complément.
c'est pas l'un ou l'autre. D'accord. Et d'ailleurs, ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui arrivent à présenter leurs produits physiquement pour qu'on puisse les toucher, les découvrir, exposer sa démarche aussi, qui peut être de développement durable. Le digital, exactement. Et de pouvoir compléter cette expérience en ligne. Mais c'est vrai que d'avoir la complémentarité entre ces deux canaux, et d'ailleurs, il y en a d'autres, il y a la vente directe, voilà, tous les canaux de distribution. Et Instagram et les réseaux sociaux qui permettent aussi d'informer et de faire de l'influence. Alors justement, toute la complexité, c'est comment on fait pour être visible. Parce que autant la boutique de quartier, j'ai tous les voisins qui descendent tous les matins et passent devant ma boutique, c'est simple. Sur le web, on n'est plus tout seul. Alors comment est-ce qu'on gère sa visibilité, Alexandre Dana? Bon, évidemment, il y a toutes les manières classiques de se faire connaître, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux, Google. Mais là aussi, il y a du monde dessus. Oui, là aussi, il y a du monde et c'est pour ça qu'il faut se former, qu'il faut connaître les dernières techniques et connaître les stratégies qui fonctionnent. Maintenant, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, oui, pour des grandes boîtes, il est important d'avoir à la fois des boutiques et du e-commerce. Maintenant, pour ceux que moi je défends, ou en tout cas que j'accompagne au quotidien, l'e-commerce c'est aussi un moyen de construire une vie autour de son entreprise. Et donc, vous avez énormément de créateurs qui veulent habiter depuis n'importe où, qui veulent déménager, qui veulent quitter Paris, qui ne veulent pas être enchaînés à une boutique et qui veulent uniquement opérer avec un site e-commerce. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement commencer avec une niche, avec un produit très spécifique et ne surtout pas essayer de recréer Amazon ou Fnac.com et avoir une infinité de produits parce qu'à ce jeu-là, vous avez perdu en fait. Il y a d'autres personnes qui vont déjà... La visibilité vient du fait que j'ai choisi un positionnement très précis. Elle va être beaucoup plus facile à obtenir en ayant choisi un positionnement super précis sur un thème qui passionne le créateur. Après, cette liberté de pouvoir habiter où on veut et faire du e-commerce un peu comme ça en freestyle depuis chez soi, c'est un fantasme parce que la vérité, c'est quand même que du coup, il faut être dispo 24/7. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait, j'ai pas dit qu'il fallait pas bosser. Il faut bosser énormément. Néanmoins, l'e-commerce permet effectivement de se soustraire à la présence à un lieu physique où il faut ouvrir la boutique de telle heure à telle heure. Il y a aujourd'hui des systèmes de chat automatisé pour du service client, il y a des systèmes de livraison automatisés. Le e-commerce me permet d'avoir des personnes qui passent une commande pendant que je suis en train de dormir. Donc complètement d'accord avec vous pour balayer d'un revers de main le mythe de l'entrepreneur qui n'a rien à faire et a un business qui travaille depuis la plage. Qui travaille depuis la plage. Néanmoins, il y a aussi une vraie réalité qui est une flexibilité plus grande dans le style de vie permise par le e-commerce. Alors, vous n'adressez pas exactement les mêmes publics. Live Mentor, on est vraiment sur l'entrepreneur individuel qui veut lancer son activité. Vous suivez davantage de manière macroéconomique le secteur du e-commerce. En termes de charges, alors d'un côté, on imagine que c'est un allègement des charges que de ne pas avoir de prise physique. Pour un commerce plus traditionnel, avec une taille plus conséquente, est-ce que ça représente un allègement ou est-ce que c'est une charge supplémentaire de passer au e-commerce ? Alors, au départ, c'est forcément des charges supplémentaires, puisque vous avez déjà vos magasins, vous avez vos entrepôts, vous avez toutes vos opérations qui fonctionnent, et vous venez ajouter un site e-commerce, d'autres flux qui vont aller derrière. Donc, au départ, c'est bien une augmentation. Ce qu'on voit, c'est que dans la durée, tout ça se rééquilibre, que les gens en fait, ont le choix maintenant d'aller acheter une fois dans un magasin, une fois sur le site e-commerce, de rendre. Et plus c'est fluide, et plus tout ça permet de proposer une expérience client qui soit satisfaisante. On a vu encore une fois pendant le confinement que ce n'était pas toujours le cas. Il y a eu beaucoup de frustrations qui ont été générées, y compris par de très grandes enseignes qui proposent... théoriquement ou en temps normal, un service de e-commerce ou de livraison à domicile qui fonctionne bien. Et là, il y a eu pas mal de couacs, parce que explosion du trafic. Et donc oui, c'est une charge en plus, et c'est en même temps ce qui permet de satisfaire les clients et donc de les garder. Donc c'est un investissement. Exactement. Après, c'est vrai qu'on a constaté qu'il y avait franchement un succès très mitigé de la transformation digitale accélérée pendant les 2 mois de confinement. Mais est-ce que ça a fait émerger des nouveaux modèles ? Est-ce qu'il s'est passé du coup quelque chose, une prise de conscience qui fait qu'on va trouver des nouveaux modes de vente sur Internet plus efficaces ? Alors, seule l'avenir Anne-Sophie Dulon-Natibel. Ce qu'on a vu effectivement, c'est qu'il y a eu un report d'une forte partie de la consommation sur les canaux digitaux, oui. Et que ça ne s'est pas arrêté avec le confinement.
y compris avec le déconfinement. Avec le déconfinement, Ouais. pardon. Y compris sur la partie alimentaire, où les gens n'avaient pas forcément pris l'habitude. Enfin, ce qu'on observe normalement, c'est que les gens vont commencer par acheter en ligne des livres, des vêtements, ce qui est un peu contre-intuitif, mais il y a cette historique de vente par correspondance avec des acteurs comme La Redoute, etc. Donc les gens avaient cette habitude-là. La nourriture, en plus en France, on a un côté très, très charnel, très physique à la nourriture, et finalement, les gens utilisaient assez peu le e-commerce. Ça a commencé à arriver. Il y a Amazon Fresh, Amazon Prime. Il y a eu, enfin, l'offre, c'est Il y a aussi le problème qu'on n'avait pas beaucoup d'offres aussi. Exactement. Et là, ce qu'on a vu, c'est le développement de ces plateformes, y compris pour la partie alimentaire, où les gens se sont rués. Et alors, c'est très drôle parce qu'on s'attend à ce que les gens s'achètent des produits premium, se fassent plaisir pendant le confinement, pouvoir accéder à des fruits ou à de la bonne viande. Et en fait, ce qui s'est arraché sur toutes ces plateformes-là, c'est de la farine, des produits de base que les gens ne trouvaient plus dans la distribution physique. Sur les nouveaux modèles, peut-être vous pouvez nous donner un top 3 des conseils aujourd'hui que vous prodiguez, alors vous aux entreprises qui passent au numérique et vous aux entrepreneurs qui se lancent. Le premier, et c'est le plus important, commencer petit et commencer autour d'une passion, autour de quelque chose qui peut vous animer pendant plusieurs années. C'est ça qui va vous rendre tout le reste beaucoup plus facile. C'est ça qui va donner une patte, une identité visuelle à votre e-commerce qui vous sera vraiment propre. Le deuxième conseil, évidemment, c'est de devenir un expert des outils, de surtout pas réinventer la roue, de prendre des choses qui sont aujourd'hui matures, qui sont des technologies sur étagère, et du coup économiser... Ça fait gagner du temps. Du temps et des dizaines de milliers d'euros. Et le troisième conseil, c'est ensuite d'être très attentif au rapport qu'on a avec les plateformes. On vit dans un Internet qui est en train de devenir à moitié horrible, avec des gens comme Facebook, Google, Amazon qui ont un pouvoir absolument colossal. Évidemment que c'est tentant d'aller mettre ces produits sur Amazon si je suis e-commerçant. Bah oui, c'est une marketplace. C'est une marketplace. Le problème, c'est que je deviens automatiquement concurrent. Enfin, je me mets en concurrence avec des dizaines de milliers d'autres acteurs. Je perds une grosse partie de ma souveraineté en la déléguant à Amazon. Et il est pourtant possible d'avoir sa propre boutique, d'avoir son propre endroit. Anne-Sophie Dulon-Natuel, vous êtes d'accord avec ça? Il faut éviter les marketplaces. Alors, pas aussi systématique, j'imagine. Si je réponds avec le top 3 des conseils, le premier que j'avais donné, non mais c'est la cohérence et c'est la marque. Donc on a parlé de partir de quelque chose qui a du sens pour nous et qui du coup on a pour le consommateur. Et ça c'est vrai, quelle que soit la taille de l'entreprise et son histoire. Le deuxième conseil, c'est la transformation, enfin, d'être conscient de ce que ça exige comme transformation d'un point de vue humain. On a parlé beaucoup des outils, mais la réalité, c'est que derrière, il y a des hommes et des femmes qui ont connu une certaine ère, quand on parle d'acteurs plus traditionnels. Et le troisième? Et qui ont un peu peur. Et le troisième, c'est de ne pas avoir peur. Parce que de toute façon, cette transformation a lieu, et pour le meilleur aussi, dans nos vies. Merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, on a fait un petit point pour vous donner envie et le courage aussi de vous lancer dans le e-commerce. Merci à tous les deux pour vos conseils. Juste après, on part pour le futur. Et demain, que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs dans leur labo? Alors parmi les trouvailles et les casse-têtes de ceux qui fabriquent le futur, je vous propose de découvrir le travail de data scientist sur la prescription de médicaments. Et pour cela, j'ai demandé à Clément Gers, qui est PDG, cofondateur de Synapse Médecine, de nous rejoindre en ligne. Bonjour Clément Gers. Bonjour. Alors, vous avez un double cursus, vous, en médecine et bioinformatique. Vous avez mené aussi des travaux à l'université de Stanford en recherche en intelligence artificielle appliquée au domaine du médicament. Et avec votre start-up Synapse Médecine, eh bien, vous avez développé ce qu'on pourrait appeler un assistant virtuel qui aide à la prescription de médicaments. Alors, pourquoi avoir choisi cet axe, Clément Gers? Alors, c'est très simple. C'est parce que la prescription de médicaments, c'est un vrai problème. Il faut se rendre compte que chaque année, rien qu'en France, le mauvais usage des médicaments, c'est responsable de 30 000 décès et 150 000 hospitalisations. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du bilan humain de l'épidémie de Covid-19 qu'on vient d'avoir. Donc c'est un vrai problème chaque année en France et dans le monde, raison pour laquelle on a choisi de s'intéresser à ce sujet. Et alors, votre IA aujourd'hui, elle est dédiée aux professionnels de la médecine. Est-ce qu'à terme, elle pourrait être aussi mise à disposition du public pour éviter les erreurs d'auto-médication?
Automédication, tout à fait. Merci. Alors bien entendu, c'est simple de toute façon, la mission de Synapse, qui est gravée dans le marbre, c'est de permettre à tous d'accéder à une information médicale qui soit fiable et actualisée. Donc dedans, il y a le mot « à tous ». Donc les patients sont au cœur de la vision de Synapse, et aujourd'hui, en fait, il y a déjà une version pour les patients qui existe et qui permet à tout un chacun en fait de vérifier ses ordonnances, d'avoir de l'information sur le médicament. Pour l'instant, on communique très peu dessus, on travaille dessus avec des associations de patients, avec des patients experts, mais bien entendu, très bientôt, chacun pourra utiliser notre technologie pour pouvoir justement vérifier quand on veut prendre des médicaments en automédication, mais aussi avoir des conseils personnalisés sur l'ensemble de ses ordonnances. Alors je disais, c'est un peu un assistant virtuel du médecin finalement au moment de sa prescription. Comment vous décririez le travail de vos data scientists au quotidien? Comment est-ce qu'on construit une IA qui va changer les métiers et qui va augmenter les professions? C'est beaucoup de travail, je ne vais pas vous mentir. Synapse, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que Synapse existe, mais avant ça, il y a eu plus de 3 ans de recherche et développement à l'INSERM, au CHU de Bordeaux et, comme vous l'avez dit, en Californie. Le travail de nos data scientists, d'abord, c'est de comprendre les données, parce que très souvent, on a l'impression que la data science ou les algorithmes, c'est un coup de baguette magique, qu'on prend le bon algorithme qui va tout traiter. C'est pas comme ça que ça se passe, il faut comprendre le sujet duquel on parle. Et puis, en fait, ils créent des algorithmes qui traitent du texte, en fait, et qui vont aller nuit après nuit sur l'ensemble des documents médicaux de référence, sur l'ensemble des documents dans toutes les langues, essayer de passer sur ces textes, les comprendre et les mettre dans une très grande base de connaissances. Donc les IA travaillent la nuit et les humains travaillent le jour, c'est ça? En fait, les IA travaillent tout le temps, les médecins et les professionnels de santé travaillent aussi jour et nuit, donc tout le monde travaille tout le temps pour la santé des patients. Et alors, est-ce qu'en France, vous direz qu'on est bien placé sur ce marché de l'IA et de l'augmentation des métiers? Alors moi, je suis extrêmement optimiste par rapport au potentiel économique de l'IA, notamment dans le secteur de la santé en France, pour 2 raisons. La première, c'est la qualité de notre système de santé, quoi qu'on en dise, par rapport à plein d'autres pays. Ce sera, je pense, en plus débattu dans les prochains mois suite à la crise sanitaire qu'on vient d'avoir. On a des très bons médecins, on a un très bon système de santé pour mettre les choses en place, et on a des très bonnes données de santé. Parce que historiquement, tout est centralisé au niveau des données de santé en France. On a beaucoup entendu parler, mais on a le Health Data Hub, on a tout un tas d'entrepôts de données qui nous permettent d'entraîner des algorithmes. La deuxième chose, c'est qu'on a des super ingénieurs. À un moment donné, pour faire des projets comme ça, il faut des gens extrêmement qualifiés. Et la France forme parmi les meilleurs ingénieurs du monde. Et donc, on a à la fois les données de santé d'un super système de santé, on a à la fois des super ingénieurs, et donc on a un terreau très très fertile pour créer ce genre de projet en France et les développer à l'échelle mondiale. Et vous y accédez, vous, Health Data Hub? Ça y est, c'est en marche, ça fonctionne? Alors nous, on travaille depuis maintenant des années avec la plupart des très gros CHU. On a notamment un accord cadre avec le CHU de Bordeaux et on mène tout un tas de projets de recherche. On a par exemple été la première start-up de l'histoire, je crois, française, à remporter un très gros projet du ministère de la Santé, qui est un programme de recherche en prévention avec l'hôpital européen Georges Pompidou, le CHU de Rennes et le CHU de Bordeaux, et sur lequel, là, on accède aux données dans un cadre de recherche, bien sûr, et donc les données ne sont pas du tout transmises à Synapse, c'est les algorithmes qui, entre guillemets, se déplacent et s'entraînent sur les données. Et le Health Data Hub a déjà des premiers projets qui débutent et les choses se mettent en place, bien entendu. Et quelle est la prochaine étape alors pour Synapse Medicine? Alors pour nous, encore une fois, ça revient à rejoindre notre phase de mission dans laquelle je disais permettre à tous. Et donc là, c'est l'internationalisation. On a déjà aujourd'hui des bureaux en Amérique du Nord, à San Francisco, également en Asie, au Japon. Et là, il faut savoir qu'en fait, une de nos briques technologiques équipe aujourd'hui la plupart des plateformes de télémédecine françaises. Ça veut dire que les ordonnances en temps réel sont sécurisées sur les plateformes de télémédecine. La télémédecine, bien sûr, a eu un appel d'air extraordinaire avec le Covid. Ça a fortement accéléré ce marché qui, de toute façon, était voué à se développer. Et aujourd'hui, on développe notre solution pour la télémédecine partout en Europe, avec un enjeu d'être le leader global sur ce secteur, vraiment au niveau européen et pourquoi pas mondial dans les 18 prochains mois. Alors Alexandre Dana, qui est encore avec nous en plateau, avait une question pour vous, Clément Gers. Ouais, déjà, non, mais toutes mes félicitations et ma question vient d'être répondue. C'était justement, est-ce que la technologie est présente sur des plateformes comme Doctolib? Donc je viens d'avoir ma réponse et je pense qu'effectivement,
Il y en a bien besoin en ce moment. Quasiment toutes sauf Doctolib, justement. Ah, ouais. Bon, ce sera un projet, alors c'est la prochaine étape, c'est ça? Potentiellement, ça dépendra d'eux. Merci beaucoup Clément Gers de Message Synapse Médecine. Message passé peut-être, nous verrons. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était une édition un petit peu spéciale, donc on n'a pas eu tous nos rendez-vous habituels. On reprend le cours normal de l'histoire dès demain. En attendant, on va conclure Smart Tech avec le Lab Startup dans lequel vous allez découvrir 4 jeunes pousses innovantes. À bientôt, à demain même.